Ce texte parle de la conscience et de la nature de différentes formes de vie. L'auteur explique que la conscience existe non seulement chez les humains, mais aussi chez les plantes, les animaux et même la matière inanimée. Il souligne que la conscience peut être plus intense dans les formes de vie inférieures qu'il n'est souvent perçu. Il invite également à considérer la conscience présente en nous-mêmes, notamment dans nos actions inconscientes qui sont reliées à notre nature physique. L'auteur mentionne aussi qu'il y a une tension entre cette conscience inférieure et notre conscience rationnelle, qui tend à dominer et à conditionner notre compréhension des choses. Il fait remarquer que nous n'avons qu'une conscience superficielle de notre propre corps et que nous le connaissons seulement par ses symptômes et ses réactions. En résumé, l'auteur invite à prendre conscience de la diversité des formes de conscience et à ne pas sous-estimer celles qui sont présentes dans les formes de vie les plus simples. Ce texte explique que le fonctionnement de l'esprit humain peut perturber les différents niveaux de conscience présents en nous, tels que notre instinct animal, nos impulsions, nos réflexions et notre conscience plus élevée. Lorsque notre esprit impose ses distorsions et ses déséquilibres sur ces niveaux, cela peut engendrer du stress et des maladies physiques. Pour remédier à cela, il est possible de calmer l'esprit ou de le mettre au repos, permettant ainsi aux autres niveaux de conscience de se régénérer et de retrouver leur harmonie. Il est aussi souligné que nous avons en nous à la fois une nature animale et une nature réfléchie, et que l'équilibre entre ces deux aspects est essentiel. Enfin, il est indiqué que le courage ne réside pas seulement dans l'absence de peur, mais également dans la capacité à réfréner nos impulsions et à agir de manière consciente et réfléchie. Le texte aborde la notion de courage et de peur. Il explique que le véritable courage consiste à choisir de faire face à la peur et à la danger, et à rester ferme malgré cela. La peur provient de nos instincts animaux, qui nous incitent à nous protéger. Cependant, grâce à notre esprit rationnel, nous pouvons choisir de surmonter ces craintes et d'agir de manière consciente. Dans certaines traditions guerrières, les personnes s'entraînent à expérimenter des états d'excitation semblables à l'adrénaline, afin de pouvoir contrôler ces sensations et rester calmes et focalisés dans des situations dangereuses. Un exemple est donné avec les Rajputs, qui ont une tradition de boire un mélange d'opium lorsqu'ils vont à la guerre, ce qui les aide à maintenir leur conscience et leur courage face aux blessures. Le texte souligne qu'il est possible d'utiliser ces instincts, tels que la peur et la colère, de manière constructive en les canalisant vers des objectifs significatifs. Cependant, il est également noté que cela doit être fait dans un cadre spirituel plus élevé afin de ne pas renforcer des vibrations psychiques inférieures. En conclusion, le texte décrit comment il est possible de contrôler, diriger et modifier ces instincts à partir d'un niveau de conscience plus élevé. L'auteur parle de modifier nos états émotionnels et de les transformer en courage en apportant des valeurs et une conscience plus élevée. Il mentionne également que nous pouvons trouver de l'inspiration en observant les autres et en nous disant que si quelqu'un peut le faire, nous le pouvons aussi. Il mentionne ensuite que dans certaines traditions anciennes, il était possible de choisir consciemment une émotion et de passer à une autre en utilisant des exercices pour gagner le contrôle sur nos émotions. Il compare cela à jouer un rôle au théâtre, où nous devons exprimer différentes émotions en fonction de l'histoire. Il souligne que ce principe peut s'appliquer à tous les niveaux de notre conscience et que nous pouvons modifier nos émotions en utilisant notre conscience. L'auteur parle ensuite de l'aspect animal en nous, qui est seulement une partie de notre être subhumain. Il indique qu'il existe des couches encore en dessous de l'animal, qui sont subanimales et uniquement vitales. Ces couches agissent par instinct et impulsion, sans conscience constitutive. Il explique que cette conscience est en arrière-plan, invisible à la surface, mais que l'instinct et l'impulsion véhiculent une certaine forme d'intelligence. Finalement, l'auteur souligne que notre être humain est bien plus que l'aspect animal, et qu'il existe des couches encore plus profondes qui sont propres à notre être subhumain. La conscience est capable de réaliser des choses très complexes, comme le vol d'un cafard. Même s'il ne possède que quelques centaines de cellules cérébrales, ces insectes peuvent accomplir des actions sophistiquées avec rapidité. Les neurones semblent être responsables de cette intelligence, car leur complexité ne peut pas être reproduite par des puces informatiques modernes. Cependant, la conscience ne se limite pas au cerveau ou aux neurones. Des expériences étranges ont montré que des cafards peuvent encore naviguer dans un labyrinthe même après avoir perdu leur tête et être connectés à un autre cafard par le biais du sang. Cela suggère que l'intelligence est présente non seulement dans le cerveau, mais également dans le corps tout entier. De plus, il est intéressant de noter que certaines cultures tribales utilisent l'échange de sang comme une manière de sceller des liens de confiance et d'amitié. Cela montre que le sang peut être porteur d'une force vitale et d'une intelligence qui peuvent être transmises d'une créature à une autre. En somme, la conscience n'est pas uniquement confinée au cerveau, mais elle s'étend à travers tout le corps. Il existe une communication subtile entre les créatures qui n'ont pas encore développé une conscience réflexive. Cette communication, similaire à un système de télégraphe, se fait par le biais de changements d'énergie PHY. Une connexion physique subtile et forte est établie lors de l'accouplement. Certaines plantes ont également une forme d'intelligence cachée derrière leur instinct de grimper et de s'enrouler autour de supports. Elles semblent être conscientes de la présence d'un bâton même en l'absence de sens physique. Les plantes semblent également avoir une notion de direction, en poussant leurs racines vers l'eau et en se tournant vers le soleil. Ces formes d'intelligence existent en nous-mêmes et dans d'autres êtres vivants, mais à un niveau plus instinctif et non réfléchi.
Ces instincts de survie ne nécessitent pas une conscience animale pleinement développée, mais sont présents dans les couches plus profondes de notre être. Finalement, il est possible de se connecter à cette couche d'intelligence en étant conscient de nos doigts et en visualisant certaines situations, ce qui provoque des réactions physiques dans notre corps. L'intelligence humaine s'exprime à différents niveaux, même à un niveau physique. Par exemple, lorsque vous vous coincez le doigt dans une porte, votre cerveau réagit instantanément, même si vous n'avez pas pu réfléchir à la situation. C'est une forme d'intelligence sophistiquée qui sait comment réagir pour protéger le corps. Cette intelligence se manifeste également dans les instincts animaux, qui leur permettent de détecter les dangers et de prendre des décisions pour assurer leur survie. Même au niveau atomique, il y a une sorte de conscience intelligente. Les animaux, par exemple, savent quand il y a une menace d'un tremblement de terre ou d'un incendie de forêt. Ils agissent sur ces instincts et impulsions sans réfléchir, car cette intelligence est dissimulée et invisible. Même la construction d'un nid par un oiseau démontre une intelligence extraordinaire, sans qu'il ait jamais été enseigné à le faire. Cette intelligence est bien au-delà de ce que la génétique peut expliquer, car nos gènes sont beaucoup trop limités pour comprendre la complexité de notre comportement et de notre conscience. La complexité du comportement et de l'intelligence a été un problème majeur depuis le séquençage du génome. On dit maintenant que l'intelligence et la complexité se trouvent plutôt dans l'ARN que dans l'ADN. Cependant, il existe une conscience qui guide cette complexité. L'intelligence innée se manifeste à travers l'expression des gènes et conduit à l'amélioration progressive de la forme. Cette intelligence guide également l'évolution, en poussant les instincts et les comportements à se modifier. L'intelligence humaine, telle qu'elle est actuellement développée, n'est qu'une petite partie de notre potentiel mental. Il existe une intelligence interne qui se cache dans notre esprit et qui peut se développer si nous parvenons à la faire émerger. Il y a différentes couches de conscience, y compris une conscience corporelle, qui a ses propres habitudes, impulsions et instincts. Ces couches doivent être explorées et éveillées par l'expérience, ce spirituel et la connaissance de soi. Une fois que la conscience corporelle devient plus consciente, notre esprit est davantage réceptif à l'action de la conscience spirituelle. Ainsi, le développement de notre intelligence et de notre conscience se produit à travers l'intégration de ces différentes couches de conscience. Il est essentiel de rendre le corps conscient afin qu'il puisse devenir un instrument pour des activités plus élevées. Cela nécessite de faire participer le corps et le rendre conscient de ses actions et mouvements, que ce soit en danse, en musique, en gymnastique, en sport ou en musculation. Par exemple, pour jouer d'un instrument de musique, il faut entraîner ses doigts à bouger de manière précise et coordonnée. De même, pour apprendre à taper à la machine, il faut entraîner les doigts à appuyer sur les touches de manière égale et avec force, en particulier le petit doigt. Ce processus laborieux permet de rendre les doigts conscients de leur action et de faciliter les mouvements. Une fois que les doigts ont été entraînés et rendus conscients, ils peuvent se déplacer rapidement et avec précision, sans avoir besoin de bouger les mains. Cette conscience et cette coordination peuvent également s'appliquer à d'autres activités, comme jouer du piano, de la guitare, du violon ou des percussions. Lorsque les mains deviennent conscientes et autonomes dans leur action, l'esprit peut se concentrer sur d'autres choses et l'intuition peut guider les mouvements. Par exemple, lors de l'écriture d'un poème, l'esprit peut être actif, mais parfois des mots ou des lignes surgissent de manière spontanée et les doigts continuent à les écrire, même si l'auteur n'en est pas conscient. Ces moments d'inspiration et de participation consciente du corps permettent de créer des œuvres précises et parfaitement exprimées. Le passage mentionne l'importance des rythmes et des cycles dans notre corps et dans la nature. Les habitudes, les impulsions et les instincts guident notre comportement, tandis que la volonté influence nos actes de manière efficace mais inerte. Par exemple, notre corps s'adapte au nouveau fuseau horaire en quelques jours en se synchronisant avec l'heure locale. De même, les marées sont influencées par la position de la Lune, tout comme le cycle menstruel des femmes, qui dure 28 jours, en relation avec la durée du cycle lunaire. Il est expliqué que notre corps est intimement lié aux rythmes astraux, c'est-à-dire aux influences énergétiques de la Lune et du Soleil, et que ces influences ont également un impact sur la fertilité des terres et des graines. Les anciennes cultures étaient conscientes de ces connexions et suivaient le cycle lunaire dans leurs activités agricoles. Par exemple, planter des graines pendant la phase de croissance de la Lune favorisait leur développement. Les moments clés du cycle lunaire, tels que la pleine Lune et la nouvelle Lune, étaient également considérés comme importants. Finalement, il est souligné que l'apparence physique de la Lune, sa taille et la lumière qu'elle reflète, n'a rien à voir avec la force gravitationnelle, mais plutôt avec son influence énergétique sur notre corps et sur la nature. Dans cette expérience, il est expliqué que la taille de la Lune ou sa luminosité n'a rien à voir avec la relation entre la Lune, le Soleil et la Terre. C'est en réalité l'alignement énergétique entre ces trois astres qui est important. Cette connexion peut être ressentie intuitivement et instinctivement, sans avoir besoin de l'astrologie. Par exemple, lors de la récolte, il est conseillé de couper les grains lorsque la sève des plantes est la plus abondante et nourrissante, c'est-à-dire lors de la pleine lune. Il existe de nombreux rituels et festivals dans la tradition indienne associés au cycle lunaire, qui sont liés à la vitalité, à l'énergie et à la fertilité. Par ailleurs, il est mentionné que les cycles du sommeil, de l'alimentation et d'autres habitudes du corps sont souvent influencés par les rythmes des corps astraux qui nous entourent.
Le corps humain a également ses propres cycles et habitudes, tels que la croissance à l'adolescence ou les changements physiologiques liés à l'âge. Ces habitudes sont régies par une intelligence secrète qui maintient les rythmes du corps. Il est possible d'intervenir dans ces cycles par des moyens mécaniques ou par intention consciente, comme dans le yoga. La mère, fondatrice d'Auroville, a mis en place un programme d'éducation physique complet visant à rendre le corps conscient et à le préparer à être un instrument réceptif pour la conscience divine. Elle souhaitait que chaque partie du corps soit développée et rendue consciente afin de pouvoir être utilisée par la conscience divine lorsque le moment sera venu. Ainsi, ces habitudes du corps, qui sont souvent héritées du passé, peuvent être transformées grâce à une intention consciente et à une pratique régulière de développement physique. Selon cet passage, on nous dit que le vieillissement et la mort ne sont que des habitudes acquises par notre conscience cellulaire au fil du temps. Ces habitudes remontent au premier stade de l'évolution de la vie, lorsque la vie luttait pour émerger de la matière. La mémoire de cette lutte et de la fatigue qu'elle engendrait est restée ancrée dans notre conscience cellulaire, et se manifeste sous forme de vieillissement et de mort. Cependant, il est possible de changer ces habitudes. Lorsque nous nous intéressons activement à notre corps et à la vie, notre jeunesse intérieure est ravivée. Au contraire, lorsque nous perdons de l'intérêt et de l'enthousiasme pour la vie, le vieillissement s'accélère. Il y a donc un combat entre les couches supérieures de notre conscience qui cherchent à préserver la jeunesse et les couches inférieures qui sont influencées par les habitudes du passé. Il est également mentionné que la mère de l'auteur, par sa conscientisation et son travail avec sa conscience cellulaire, a réussi à maintenir une apparence jeune même à un âge avancé. Cela démontre que l'intervention d'une conscience supérieure peut entraîner des changements significatifs dans notre corps. L'auteur souligne également l'importance de prendre en compte les impulsions et les besoins du corps dans notre prise de décision. Souvent, notre volonté mentale va à l'encontre des besoins du corps, ce qui crée des conflits et des problèmes de santé. Il est donc essentiel d'aligner notre volonté mentale avec les besoins du corps pour maintenir une bonne santé. Certains instincts humains sont liés à la procréation et au désir d'avoir un enfant, mais le sexe en lui-même est accessoire. Ces instincts sont puissants et s'ils ne sont pas correctement guidés, ils peuvent conduire à des comportements aberrants voire à la folie. On observe cela également chez les animaux pendant la saison des accouplements, où ils se battent violemment les uns contre les autres. Ces instincts de survie sont également présents, mais ils sont généralement liés au confort et à la survie du corps. Selon Sherban, la conscience corporelle peut devenir moins active et plus passive lorsque les instincts corporels sont réprimés. Certains moines, par exemple, suivent mécaniquement une routine sans pensée ni comportement proactif pendant des décennies. Un instinct complexe et spécifique au corps est l'instinct de guérison et de régénération. Le corps répare les coupures au niveau cellulaire et recherche certains aliments pour soigner les troubles d'estomac. Il se repose également plus longuement en cas de fièvre élevée. Ces instincts peuvent être modifiés et enseignés à agir différemment. Par exemple, au lieu de tomber dans un sommeil inconscient lorsque l'on est fatigué, on peut apprendre à se relaxer et à se reconnecter à une force supérieure qui régénère le corps. Un exemple de cela est l'histoire d'un homme avec une énergie titanesque qui était constamment épuisé. Sa mère lui a enseigné à se reposer en ouvrant son corps et ses cellules à une force lumineuse d'en haut. Cela l'a aidé à régénérer son corps et à continuer à travailler. À un âge avancé, il pouvait encore faire cela, mais finalement il atteignit les limites de son corps et décida de se retirer. En résumé, les instincts humains, même les plus puissants, peuvent être guidés et transformés pour agir dans le sens d'une plus grande évolution intérieure. Le corps a une conscience propre qui peut être utilisée pour communiquer et se guérir. Pour accéder à cette conscience corporelle, il faut être calme et se débarrasser de toutes les préférences et idées préconçues. En se connectant à cette conscience, on peut poser des intentions ou des questions liées à la santé ou à la guérison. Par exemple, en cas de fièvre, on peut ressentir le besoin d'un goût spécifique dans le corps, comme quelque chose de légèrement salé ou acide. Le corps nous montre ainsi ce dont il a besoin, et il suffit de chercher l'aliment correspondant. L'auteur donne l'exemple personnel de sa recherche pour prendre du poids, où il a pu identifier que son corps avait besoin de riz chaud avec du ghee pour gagner du poids. Même en voyageant et en changeant de nourriture, il a continué à gagner du poids en restant connecté à cette intention dans son corps. Cela montre comment on peut communiquer avec son corps et lui transmettre des intentions pour la guérison ou l'amélioration de la santé. Pour que la fleur se flétrisse, il faut entrer dans une conscience corporelle et la guider doucement dans l'expérience. Beaucoup de gens forcent leur corps en imposant un régime ou en le faisant exercer, ce qui crée un conflit avec la volonté et l'instinct naturel du corps. Cependant, il est possible d'amener le corps à faire des choses extraordinaires en dirigeant correctement sa conscience. Par exemple, j'ai remarqué que la mémoire d'une blessure dans le corps est différente de celle de l'esprit. J'ai eu une cicatrice dans ma main après un accident, et bien que mon corps ait grandi et se soit régénéré plusieurs fois depuis, la cicatrice est restée. Cependant, après avoir fait un certain travail de guérison émotionnelle et mentale, j'ai réalisé un jour que la cicatrice avait disparu. Cela suggère que la mémoire de la blessure dans le corps peut être modifiée et que le corps peut se régénérer de manière étonnante. J'ai également réussi à guérir une profonde coupure au bout de mon doigt en mettant l'accent sur la guérison et en empêchant toute mémoire de douleur ou de cicatrice dans mon esprit.
Après 48 heures de pression et de concentration mentale, la coupure s'est complètement refermée, sans laisser de cicatrice. Ces exemples montrent que le corps peut réaliser des choses extraordinaires lorsqu'on le guide correctement et qu'on modifie sa mémoire corporelle. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il existe un énorme potentiel accessible à nous en tant qu'êtres conscients. Il souligne l'importance d'être conscient de notre corps et de notre esprit, mais également de plonger dans la conscience cellulaire, qui représente un niveau de conscience plus profond. L'auteur explique que plus nous élevons notre conscience, plus nous laissons entrer la lumière et plus nous sommes capables de transformer les aspects sombres de notre être, comme le subconscient. Il parle également de la complexité de notre être composite, formé de différentes parties qui interagissent les unes avec les autres. Il souligne que nous sommes le produit d'une évolution allant de la conscience physique à la conscience mentale, et que la plupart du temps, nous vivons de manière automatique et mécanique, avec seulement quelques moments de pleine conscience. L'auteur suggère que la clé pour accéder à une conscience supérieure est de rendre ces moments de pleine conscience plus fréquents et de développer notre capacité à faire des choix conscients. En comprenant cette relation entre les différentes parties de notre être, nous pouvons mieux comprendre la nature de la conscience divine. Le processus de développement du corps humain depuis la conception jusqu'à l'âge adulte est souvent comparé à une évolution animale. Au début, le fœtus ressemble à un poisson, puis à un tétard, puis à une grenouille. Ensuite, le corps prend la forme d'une créature quadrupède avec une queue qui finit par ressembler à un singe. Enfin, le corps devient presque totalement humain avec la disparition de la queue, prêt pour la naissance humaine. Cependant, cette évolution ne se limite pas au physique, elle concerne également la conscience. Le processus d'évolution et d'imprégnation des différents niveaux de conscience des étapes animales se poursuit même après la naissance. Ce processus, notamment dans les couches émotionnelles et mentales, reste incomplet et se poursuit jusqu'à ce que nous devenions des êtres humains conscients de nous-mêmes. Il est intéressant de noter que de nos jours, les nouveau-nés semblent être plus conscients à la naissance, avec les yeux ouverts et capables de se connecter immédiatement. Cela suggère que certaines étapes de l'éveil qui se produisaient auparavant après la naissance sont en train d'être avancées et intégrées dans le processus de la gestation. Dans le même temps, le développement de notre conscience en tant qu'êtres mentaux progresse rapidement sur Terre. Nous assistons à un intérêt croissant pour l'évolution et à une accélération du processus grâce à la pression de la conscience supérieure et de la nature elle-même. En fin de compte, notre voyage en tant qu'êtres mentaux commence sur Terre et l'évolution se produit de manière de plus en plus rapide. Nous portons en nous toutes les étapes et les niveaux de l'évolution, et chaque individu est destiné à devenir un être humain pleinement conscient et éveillé. Dans ce texte, l'auteur parle de la possibilité d'infuser une volonté, une habitude et un rythme différents dans le corps. Il mentionne deux approches, soit en se plongeant dans un état de semi-sommeil conscient et en se connectant à une conscience supérieure, soit en restant relaxé et en aspirant à recevoir la lumière et la force de la mer dès le réveil. L'auteur aborde ensuite le sujet des détecteurs de mensonges et de l'hypnose. Il explique que les détecteurs de mensonges fonctionnent en mesurant les réactions du corps qui sont indépendantes de l'intention de mentir de la personne. Il souligne également que certaines personnes peuvent contourner ces tests en détendant leur corps de manière à ce que les réactions normales soient en dessous du seuil de détection. En ce qui concerne l'autisme, l'auteur mentionne que les enfants autistes sont très francs et directs car ils ne savent pas mentir. Enfin, l'auteur évoque le lien entre la capacité de l'esprit à se tromper lui-même et la perte de cette capacité dans une conscience supérieure, où le mensonge devient anormal. En ce qui concerne l'hypnose, l'auteur explique que l'esprit est apaisé et que les couches profondes de la conscience sont explorées. À ce stade, on peut directement suggérer dans ces couches où se trouve la maladie ou le déséquilibre en contournant l'intelligence de surface. Par exemple, si vous avez une peur et que vous ne savez pas pourquoi, comme la peur de voler, en rendant votre esprit calme, vous pouvez accéder directement à ces couches et dire à ces parties qu'elles n'ont pas besoin de craindre ou de s'inquiéter. Vous pouvez également guider le corps à travers l'expérience du vol par visualisation sous hypnose pour créer une expérience positive sans peur. En ramenant la personne à la réalité, la peur de voler disparaît. De cette manière, vous pouvez accéder directement à ces couches inférieures. Selon le point de vue yogique, l'hypnose n'est pas encouragée car elle implique les énergies et les préconceptions de quelqu'un d'autre. Il est préférable de faire le travail soi-même en rendant son esprit calme et en devenant conscient des perturbations dans les couches intérieures pour les corriger en invoquant une force lumineuse supérieure. Cela peut se faire de manière aussi directe que sous hypnose, mais parfois il faut plusieurs séances si l'accès direct à la couche perturbée n'est pas possible. Dans tous les cas, il est possible de remodeler toutes les habitudes de l'intérieur et de les corriger rapidement. Des recherches récentes montrent que de nombreuses réactions du corps aux suggestions de l'esprit se produisent au niveau des couches inférieures. Par exemple, lors d'une opération avec anesthésie locale ou générale, les commandes du médecin peuvent affecter le corps et le processus de guérison. En s'appuyant sur cette idée, un yogi expérimenté peut mettre une suggestion dans une autre personne ou corriger une distorsion énergétique en la retirant ou en infusant une nouvelle correction. Cette intervention peut durer plusieurs mois ou même des années, et une personne hautement développée dans cette capacité peut apporter des changements rapides chez les disciples sans qu'ils s'en rendent compte. C'était ainsi que la mère travaillait sur les sujets de l'ashram, mais elle a cessé lorsque leur nombre est devenu trop élevé.
Elle a néanmoins laissé une force générale à la disposition de tous ceux qui s'ouvrent à elle. Cette capacité peut également être utilisée pour se débarrasser de mauvaises habitudes ou de tendances obsessionnelles en les écrivant sur papier et en les détruisant symboliquement. Cette démarche permet de devenir conscient de l'habitude et de la libérer. C'est un processus occulte qui utilise les symboles pour atteindre ce qui se passe à l'intérieur de soi, tout comme le processus spirituel yogique. Dans cette discussion fascinante, il est mentionné qu'il existe deux manières d'aborder la conscience, une méthode indirecte utilisant des symboles et des rituels, et une méthode directe en accédant directement à la conscience intérieure. Les deux méthodes ont le même objectif, libérer l'individu de ses anciens schémas et habitudes. Cependant, il est souligné que l'intervention directe à la racine a un effet durable, contrairement à l'utilisation de symboles qui peut entraîner un retour aux anciennes habitudes si le désir de liberté n'est pas présent. La prochaine discussion portera sur la région supérieure de l'esprit et la nature de la pure conscience divine.